Reporter. Yorana et bienvenue dans votre émission Kid Reporter. Les lagons polynésiens sont connus dans le monde entier pour leur richesse et leur diversité exceptionnelle. Poissons, coraux, crustacés, algues, des milliers d'espèces cohabitent ensemble. Qui sont-ils et comment préserver leur écosystème? Nos Kid Reporters, en classe de CM2 à l'école Te Avaro de Moorea, nous emmènent dans leur aire marine éducative juste devant leur école. Ils se sont également rapprochés de spécialistes du milieu marin. Regardez. 1, 2, 3, action. Yorana, nous sommes les Kid Reporters de l'école de Te Avaro à Moorea. On vous propose aujourd'hui de vous amener dans notre lagon. Plus précisément dans notre aire marine éducative. Mais qu'est-ce que c'est une aire marine éducative? C'est une zone marine protégée où nous, les élèves, on peut étudier les poissons et les coraux du lagon. Enfin, toute la vie sous-marine, car il y a aussi les algues. Mais aussi les mollusques et les crustacés. Bon, allez, suivez-nous, on va tout vous expliquer. Notre aire marine éducative permet à tous les élèves de notre école d'en apprendre plus sur la biodiversité du lagon. Des spécialistes viennent régulièrement nous voir et nous permettent de mieux connaître pour mieux protéger. D'ailleurs, aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec Fanny Seguin, biologiste marin, qui a aidé notre école à faire cette aire marine éducative juste devant notre école. Yorana Fanny, Yorana. est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est une AME? Oui, alors une aire marine éducative, c'est une zone maritime, là, dans la mer, qui est gérée par les élèves. Gérer, ça veut dire que les élèves vont s'en occuper. Et cette aire marine éducative, cette zone maritime, elle est récompensée par un label, c'est une marque de reconnaissance. Et le label de l'AME, c'est le petit poisson là, tressé qu'il y a sur votre drapeau, par exemple. Né en Polynésie, le label Aire marine éducative s'est même exporté en France. Nous accueillons parfois d'autres écoles qui viennent visiter notre AME. Qui a créé l'AME? Alors, l'aire marine éducative, ici dans votre école, c'est en commun. On a été plusieurs à la créer. C'est un programme de la DG2E, donc de la Direction générale de l'éducation et de l'enseignement, qui a été créé en partenariat aussi avec l'Office français pour la biodiversité et surtout l'école. Donc c'est l'école qui a été demandeuse, l'instituteur avec une classe. C'est eux qui ont choisi la zone. Nous, on est arrivés après, parce que dans le cadre de la création de l'AME, il faut faire un diagnostic écologique du site pour savoir qu'est-ce qu'il y a dans votre zone, qu'est-ce qu'il y a de bien, d'intéressant, de beau, ou quels sont les problèmes, pour pouvoir vous aider à gérer la zone, à vous en occuper. Alors notre AME, elle commence d'ici, elle fait tout le long jusqu'au caillou qui sort là-bas et elle revient par là. Ok. Et est-ce qu'il y a d'autres écoles qui font des AME? Oui, il y en a plein. Ça a commencé aux Marquises en 2013. Et aujourd'hui, il y a à peu près 30-35 écoles qui sont dans le programme qui ont déjà fait des AME. 35, ça fait beaucoup quand même, hein? Ça fait carrément beaucoup. Et il y en a dans tous les archipels. Et maintenant, allons rejoindre Magali. Elle est éducatrice environnement et guide naturaliste de randonnée Vous êtes sur aquatique. le rouge? Attends, vous dites 1, 2, 3 et quand vous dites 3, vous allumez sur le rouge. Bonjour Magali. Yorana. Alors, on connaît bien Magali car elle a l'habitude de nous expliquer les différents types de poissons et coraux qu'on peut observer ici dans notre AME. Peux-tu nous amener encore aujourd'hui, Magali? Bien sûr, allons-y. On va essayer de retrouver certaines espèces que l'on connaît déjà. Alors avant tout, est-ce que vous pouvez me dire comment est-ce qu'on reconnaît un corail vivant d'un corail mort? Un corail vivant, il est coloré. Un corail malade, il est blanc. Et un corail mort, il est noir-gris. Alors les coraux, est-ce que ce sont des animaux, des végétaux ou des minéraux? Tous les trois. Les trois. Alors on peut me dire quel est le nom de l'animal qui est présent dans le corail? Les polypes. Les polypes. Est-ce qu'il y en a qu'un? Non, il y a plusieurs. Il y en a plusieurs. Vous m'avez dit que c'était aussi un végétal. Est-ce que vous vous souvenez d'un végétal qui vit en symbiose avec le corail? Comment est-ce qu'on l'appelait? La zooxanthelle. Zooxanthelle, très bien. Et le minéral, qu'est-ce que c'est? Le squelette calcaire. Le squelette calcaire, très bien, c'est ce que l'on voit, c'est le minéral. La zooxanthelle est donc une microalgue. Elle transforme la lumière du soleil et le dioxygène en énergie, ce qui permet aux polypes d'avoir de l'énergie pour vivre. Ce phénomène s'appelle la photosynthèse. Et c'est aussi cette zooxanthelle qui donne la couleur aux coraux.
Le premier qui voit une autre espèce qu'on n'a pas encore vue, il me la signale. Massif, encroutant, foliacé, tabulaire ou encore branchu. On sait que sur notre zone, on a un grand jardin de coraux branchus. Hein. Il pousse très vite, 1 cm par mois, alors que le corail massif pousse d'1 centimètre par an. Et si un morceau de corail se casse, il va repousser là où il est tombé, créant ainsi une nouvelle colonie. Des petits poissons. C'est ce processus qui est mis en place dans les actions de bouturage de corail, comme ce que nous avons fait sur notre AME. Il se féconde aussi dans l'eau, chacun avec ses particularités. Oh Magali, c'est pas ce corail qui penche des œufs après 5 jours de pleine lune? Alors ça, exactement, c'est le Porites russe. C'est ce corail-là, justement, son 5e jour, là, où il va pondre, le 5e jour après la pleine lune, c'est vendredi. Donc vendredi matin, de 7h à 8h, ils vont se reproduire. À la minute près, dans toute la Polynésie et dans le monde entier, les colonies mâles vont libérer leurs semences qui forment ce nuage trouble. Et les colonies femelles leurs œufs, à peine visibles à l'œil nu. Les œufs vont se faire féconder pour donner naissance à des larves, qui se fixeront sur les colonies pour les agrandir. Pour la reproduction des poissons, beaucoup d'espèces font comme les coraux. Les femelles libèrent des œufs et les mâles une laitance, qui se féconderont dans l'eau. La fécondation est alors externe. Pour d'autres, la fécondation est interne. Le mâle vient féconder la femelle, comme les raies ou les requins. Parfois, le sexe peut changer au cours de la vie, comme chez les poissons clowns qui naissent tous mâles. Chaque communauté ne compte qu'une seule femelle, entourée d'un groupe de petits mâles. Lorsque la femelle quitte le groupe ou meurt, le plus gros mâle devient femelle. À l'inverse, les poissons Napoléon naissent tous femelles. Et certains deviennent mâles pour maintenir l'équilibre reproductif entre mâles et femelles. Les différences sont nombreuses, tout comme les régimes alimentaires. Les régimes alimentaires des poissons, ce sont omnivores, carnivores et herbivores. Oui. Alors, à côté de nous, on a des enfants qui sont fils de pêcheurs. Est-ce que l'un d'entre vous peut me dire si vous connaissez un des poissons qui sont omnivores, un poisson omnivore qu'on connaît? Paati. Paati, très bien. Perroquet, paati, on a les deux noms. Tu m'as parlé du régime alimentaire herbivore. Ils mangent quoi, les herbivores? Les algues. Très bien. Non, que les algues, d'accord? Que les algues. Est-ce que vous connaissez, vous, des poissons qui mangent que des algues? Dites-moi. Du maïto. Maïto. Tous les poissons chirurgiens, super. Manini. Et on a des carnivores. C'est quoi les carnivores? C'est le oiri. Oiri, ce sont les poissons Et babistes. qu'est-ce qu'ils vont manger, les carnivores? Ils vont manger d'autres poissons, d'accord? Comment on l'appelle, la carangue? Peihere, ok. Qu'est-ce qu'ils mangent? Qu'est-ce qu'elle mange? Elle est carnivore, elle mange d'autres poissons. Donc elle mange les homas, très bien, mais elle mange aussi tout un tas d'autres poissons. Okay? C'est là. Vous pêchez des poissons qui sont là? Oui. Le métaré, le manini, le maro. Le monde sous-marin est si riche et si fragile à la fois. Il y a certes bien plus d'animaux marins que d'êtres humains sur Terre, mais leur survie dépend de notre respect de leur écosystème. Alors, gardons bien en tête ces 3 valeurs. Connaître, vivre et transmettre. Oui. Merci beaucoup. Notre AME est un tout petit bout du lagon, mais il y en a tellement d'autres espèces. Pour en apprendre plus sur la biodiversité du lagon, on vous propose de nous suivre au Forêt Natura. C'est un écomusée à Moorea où ils reproduisent les fonctionnements de notre lagon. Plus largement, on y traite des fonctionnements des écosystèmes insulaires du Pacifique Sud. Eh, faut plus me filmer, c'est fini. Plus spécifiquement, les écosystèmes de Polynésie, tout particulièrement ceux de Moorea. Mais qu'est-ce qu'un écosystème? C'est un ensemble d'êtres vivants en interaction avec leur environnement. Ça va, pas trop stressé? Inauguré en 2021 au fond de la baie de Punohu, cet écomusée est une idée des chercheurs du CRIOB. Kaya, tu m'entends? Il permet aussi de partager au grand public les connaissances du milieu naturel polynésien et ses recherches scientifiques. Yorana, les enfants! Yorana! Est-ce que vous allez bien? Oui! On est ravis de vous accueillir avec Claire au Forêt Natura et puis on est là pour répondre à toutes vos questions. Olivier est directeur du Forêt Natura. Et donc Claire, toi tu fais quoi au Forêt Natura?
Eh bien, moi, je travaille au CRIOP, donc en collaboration avec le Farinatura, et je suis doctorante en 2e année et je travaille plus précisément sur le corail. Est-ce qu'on peut aller voir le premier aquarium? Carrément, avec Olivier, on va vous montrer le premier aquarium, la partie lagonaire. Merci. Celui qui correspond au bord de la plage, entre 0 et 2 mètres de profondeur. Là, du coup, on est dans l'aquarium numéro 1, au littoral. C'est ça? Exactement. Je pense que dans votre AME, vous avez pu observer, en fait, on va avoir déjà des tout petits poissons. C'est ce qu'on appelle des juvéniles. En fait, les zones de littoraux sont des zones en fait, de nurserie. C'est là où on va avoir les petits poissons qui vont venir s'abriter en fait, des prédateurs pour pouvoir grandir tranquillement, ne pas se faire manger. Et il s'appelle comment, là, le poisson comme ça? Ici, là, c'est un poisson baliste, un poisson Picasso. Alors, c'est un poisson que des fois, il peut venir t'attaquer quand tu vas nager sous l'eau parce qu'il est très territorial. Notamment. Et là, le jaune rayé, c'est un manini. Il fait partie de la grande famille des poissons chirurgiens. Comme celui-là, tout jaune, un jeune chirurgien porteur de feu qui n'a pas encore sa couleur adulte. Et vous savez pourquoi on les appelle les poissons chirurgiens? Parce qu'ils ont 2 épines sur la base de la queue qu'ils peuvent hérisser comme des scalpels pour se défendre des prédateurs. Une autre grande famille, celle des demoiselles, aux couleurs vives, comme cette demoiselle à 3 bandes. Oh, tu m'entends? Oui, c'est sergent-major. Si on avance dans le lagon à 2-3 mètres de profondeur, on va pouvoir retrouver aussi d'autres organismes comme des oursins. On va pouvoir retrouver encore une grande diversité de poissons. Des coraux en croûtant, là, je ne sais pas si tu vois sur la patate. On va pouvoir aussi retrouver des coraux du cou branchu. Et en fait, des coraux massifs aussi, c'est ces coraux même-là qui vont former en fait vraiment la patate en tant que telle. Ouais, c'est vrai que parfois, quand moi je vais à la mer, moi je vois beaucoup de coraux comme ça et avec plein d'oursins partout. Oui, exactement. Là, on est au 3e aquarium et il y a combien de profondeur? Alors là, ici, on est sur l'aquarium du coup récif barrière et c'est vraiment la zone où va se déferler en fait, va venir se casser les vagues et ici c'est plutôt en fait quelque chose qu'on pourrait observer entre 5 et 10 mètres de profondeur, voire 15 mètres de profondeur, quand on va en plongée par exemple, en apnée. Et enfin, si on descend encore plus profond, entre 50 et 70 mètres, c'est ce qu'on appelle la zone mésophotique. Et donc nécessairement, quand tu vas aux profondeurs, tu as aussi moins de lumière. Et donc tu vas aussi avoir moins de coraux, moins diversifiés parce qu'on est limité en lumière. Et donc par exemple ici, tu vas retrouver des coraux qui vont plutôt avoir une forme en fait, ce qu'on appelle lamellaire. Pourquoi? Parce qu'ils vont venir s'adapter en fait, au lieu d'être sous format branchu, ils vont pouvoir étaler leur surface pour pouvoir capter le maximum de lumière qui leur parvient. Notons que les poissons qui vivent dans ces profondeurs sont habitués à une pression qu'ils ne retrouvent pas à la surface. Mais d'ailleurs... Comment respirent-ils? On sait que les poissons n'ont pas de poumons comme nous. Ils respirent grâce à leur branchie. Tu peux nous expliquer ça? Oui, bien sûr. Alors, vous avez vraiment des chouettes questions. Donc, les poissons, ils sont comme nous. Ils respirent de l'oxygène et puis ils vont relâcher du dioxyde de carbone. Dans l'eau, en fait, on ne peut pas avoir de poumons. Les poumons, ce n'est pas du tout adapté pour respirer l'oxygène qui est présent dans l'eau. Les poissons, ils ont un système qui est beaucoup plus ancien que les poumons, qu'on appelle des branchies, qui sont des sortes de filtres, si tu veux, dans lequel l'eau va passer et puis les molécules d'oxygène qui sont à l'intérieur de l'eau vont s'accrocher dans les branchies et c'est comme ça que le poisson va respirer. Mais comment vous faites pour reproduire ça aussi bien? Alors, c'est une bonne question. Alors, tu vas voir, c'est toute une installation et puis je vais vous montrer. Venez avec moi. Alors là, nous allons rentrer dans le local technique qui pilote les 2 premiers bacs que vous avez vus là-bas. Donc le bac mésophotique, les profondeurs, et puis le bac barrière récifale. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne et comment est-ce qu'on arrive à reproduire cet écosystème le plus fidèlement possible. En effet, l'eau des aquariums vient directement du lagon. Donc nous, on ne fait aucun traitement dans l'eau des aquariums pour pouvoir respecter... Elle est renouvelée 6 fois par jour. Et on a cette petite machine que tu vois ici, qui fait des petites bulles. Et je ne sais pas si tu vois, il y a de la mousse qui est un petit peu sale au-dessus, là, tu vois? Je ne sais pas si tu vois. Donc ça, c'est toutes les impuretés qui sont dans l'eau qui vont ressortir avec les bulles qui sont faites par l'écumeur. Et donc, tu vois, on n'a pas d'autres filtres, on n'a pas de traitement. C'est vraiment très simple. C'est juste une machine qui fait des petites bulles et qui va créer de la mousse, qui va emprisonner les petites saletés qu'il peut y avoir dans les bacs. Un peu plus loin, une zone de quarantaine. Donc quand on va faire des prélèvements soit au CRIOP, soit au milieu naturel, et qu'on prend par exemple des coraux, des oursins ou des poissons, on va d'abord les installer dans des petits bacs que tu vois ici. Et ça permet de s'assurer que les animaux, que les petites algues ne sont pas malades. Donc là aujourd'hui, on a juste quelques oursins, tu vois, qui sont à cet endroit-là. On n'a pas de coraux qui sont en attente d'être implantés dans les aquariums. Ensuite, je vais vous montrer le bac qui est juste derrière ici.
Donc si vous regardez, hein, vous voyez, il y a comme une eau un petit peu marron avec des petites bulles. Hein. Il y a un petit bulleur, ça c'est des bulleurs. Et donc dans ce petit récipient-là, en fait, on a ce qu'on appelle du zooplancton. Le zooplancton, en grec, zoo veut dire animal. Donc zooplancton, ce sont tous les animaux marins de taille microscopique. Le Farenatura les élève pour nourrir les poissons et coraux de ces aquariums. Ils produisent aussi du phytoplancton. Phyto veut dire plante. Ce sont toutes les microalgues présentes dans la mer, mangées par le zooplancton. Alors ici, vous êtes au-dessus du bac récifal, hein, que vous avez vu tout à l'heure, et du bac mésophotique, le bac des profondeurs. Vous voyez, celui qui est à gauche, il est un petit peu plus bleu, hein, je ne sais pas si vous vous rendez compte, que celui-là. C'est parce que celui-là, c'est l'aquarium des profondeurs. Et plus on descend, voilà, plus on descend en profondeur, plus le spectre lumineux, la lumière du soleil, va être filtré par l'eau, et donc on va perdre le rouge. C'est pour ça qu'ici, on a une lumière qui est beaucoup plus bleue que quand on est proche de la surface, comme ici dans le lagon. Comment vous étudiez tout ça? Alors on a un aquariologiste qui s'appelle Yann, qui s'occupe spécifiquement des aquariums. Et donc c'est Yann qui a calculé en fait la puissance des lumières et le spectre des lumières pour pouvoir reproduire des lumières qui correspondent à chacun des écosystèmes. Cette lumière plus bleue des profondeurs, on peut aussi l'observer dans le Naturascope, le cinéma d'immersion du Farenatura. Sur le sol et les murs sont projetées des images du lagon tournées à Moorea, Tahiti et au Tuamotu, comme si on y était. Retour à la surface. Et comment font-ils pour faire leurs besoins? C'est une très bonne question. Donc les poissons boivent, effectivement. Hein. Alors c'est pas une question courante, hein. C'est très original comme question. Donc les poissons, ils ont un mécanisme pour pouvoir se débarrasser du sel, comme certaines plantes qu'on retrouve sur les littoraux, qui vont réussir à sortir le sel par leurs feuilles. C'est le rôle des branchies qui expulsent l'excès de sel. Pour le reste, les poissons ont un anus comme la plupart des animaux marins, sauf les coraux, pour qui ça rentre et ça ressort par le même endroit. Quelle menace peut y avoir dans les lagons et sur les coraux? Sur les coraux. Alors il y a plusieurs types de menaces qui peuvent peser sur les coraux. Ce que je vais te présenter en fait la menace principale aujourd'hui pour les récifs coralliens dans le monde, c'est le blanchissement corallien. Donc en fait, les coraux, ce sont des animaux qui hébergent dans leur peau des petites algues qu'on appelle les zooxanthelles et qui leur apportent la quasi-totalité de leur alimentation. Et quand il fait trop chaud, donc à Moorea, quand la température du lagon dépasse 29,5 degrés, les algues, en fait, elles deviennent toxiques pour l'animal, pour le corail. Et donc le corail, il va éjecter ces petites algues en dehors pour se débarrasser finalement de la toxine qui est produite par la petite algue. Et donc en éjectant les algues, il va perdre ses couleurs, donc il va devenir transparent et on va voir le squelette calcaire au travers. C'est la photo que tu as juste derrière. Ça, c'est le dernier épisode de blanchissement corallien à Moorea, c'était en 2019. Si jamais la température redescend, les coraux, ils vont pouvoir récupérer les zooxanthelles qui sont dans l'eau du lagon, les remettre à l'intérieur de leur peau et hop, c'est reparti pour un tour, ils vont pouvoir s'en sortir après derrière. Mais si jamais la température reste trop chaude pendant trop longtemps, là les coraux ils vont finir par mourir et on risque de perdre des grosses parties du récif corallien. Aujourd'hui, comment on peut protéger nos lagons? Alors notamment en faisant ce que vous êtes en train de faire, donc en venant se renseigner et puis en donnant toutes ces connaissances-là que vous avez appris aujourd'hui au grand public. Plus on aura de personnes qui comprendront en fait le fonctionnement des écosystèmes lagonaires, plus on aura de personnes qui pourront protéger. Parce que pour protéger quelque chose, il faut d'abord comprendre son fonctionnement. Donc bravo à vous puisque vous contribuez de façon très importante à la protection des lagons de Polynésie française par toutes vos émissions. Bravo au Kid Reporter. Merci. Protégeons nos lagons. Nana. Merci de nous avoir suivis. Avant de nous quitter, voici la question du jour. Le corail est-il animal, végétal, minéral ou les trois à la fois? Si vous n'avez pas la réponse, revisionnez le reportage en replay sur le site internet de Polynésie la Première et la chaîne YouTube des Kids Reporters. Et continuez de nous suivre, les Kids Reporters, sur YouTube, Facebook, Instagram et TikTok. À la semaine prochaine! Nous sommes les Kids Reporters.